D'après vous et vos expériences personnelles, quelles sont les causes les plus courantes de conflits? Le manque de communication. Quand les gens essayent de communiquer, mais pas en face, quoi. Ouais, souvent le conflit, c'est ça, c'est on dit on exprime de la colère, mais sans forcément exprimer profondément, d'approfondir la question, plus dans l'agressivité, c'est la facilité en fait, l'agressivité. Est-ce que ça te dérange pas de te rapprocher un peu plus? Hop. Donc l'agressivité, c'est... Oui, pour moi l'agressivité, c'est le dernier argument pour avoir raison, quoi. C'est vrai que les non-dits, la communication, les quiproquos, c'est des choses que j'ai observées souvent. Souvent, en fait, on crie justement quand en fait, on a l'impression d'avoir exprimé d'autres formes et que la personne n'a pas été réceptive. Du coup, on utilise la colère, parce que on ne dit pas les choses telles quelles quand on est dans la colère. On dit des choses méchantes et violentes. C'est une sorte de provocation, en fait. On essaye de provoquer le dialogue, mais d'une manière qui va pas... Qui va piquer. Qui va pas être concluante du tout. Au contraire, parce qu'on va se sentir agressé, quoi. Donc. Ouais, c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai constaté que quand je me sentais agressée, j'avais souvent vite tendance à devenir agressive et piquante. Alors que des fois, c'est mon interprétation d'être agressée et que la personne ne cherche pas du tout à m'agresser, en fait. C'est plutôt, bah voilà, ça rejoint les quiproquos que je disais. Il y a aussi le manque de prise en considération des attentes de l'autre, de ce que l'autre souhaite. Non, si on n'écoute pas l'autre, ça peut très vite... Communication et écoute, en fait. Voilà. Ouais, prise en compte, considération. Communication et considération. Voilà. Allez. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, souvent quand tu cries, c'est que tu t'énerves, c'est que tu as l'impression que la personne n'a pas pris en compte ton point de vue, du coup tu l'exprimes de manière plus violente pour qu'elle soit prise en compte. Est-ce que vous avez déjà vécu des tentatives de résolution de conflits en collectif? Oui, j'ai participé à des réunions pour gérer des conflits, mais voilà, malheureusement, il y avait une des personnes qui ne pouvait pas accepter ses torts et ne se mettait pas enfin, c'était un mur, quoi. Je sais aussi la réunion, des fois, ça peut être vécu comme quelque chose d'assez violent, dans le sens où, du coup, il y a ce truc où il y a le méchant, le gentil. Enfin, la personne peut se sentir agressée du fait qu'on la mette en réunion en mode c'est toi qui es problématique, etc. Je sais que moi, j'ai tendance à fonctionner comme ça, plutôt que de faire des réunions où on implique tout le monde, c'est de plutôt faire de la médiation. Et parce que des fois, les gens aussi ont du mal à s'exprimer, et du coup, le fait qu'il y ait quelqu'un pour faire la médiation, il dit « Ah, en fait, là, ce que tu veux dire, c'est ça ». Et du coup, ça permet à l'autre de mieux comprendre. Alors peut-être que si les deux personnes étaient juste l'une face à l'autre, elles n'arriveraient peut-être pas à se comprendre. Je pense que des fois, la médiation, ça peut aider. Plutôt qu'une réunion, je trouve ça assez violent, une réunion quand même. La personne peut vite se sentir, elle est toute seule face à plein de personnes, tu sais. Oui, si c'est une personne qui est problématique. On a beau avoir des trucs communs, mais je pense que chaque personne vit les choses d'une manière différente quand même. Et du coup, ça vaut le coup que ce soit chaque personne qui parle directement à la personne concernée. Ou alors avec trois, comme je disais, avec une médiation entre deux. Je pense que c'est mieux que ça se fasse à titre individuel, plutôt qu'en réunion. Je pense que c'est un bon exercice aussi, parce que comme on disait l'autre jour, en fait, on a du mal, chacune et chacun, et pourtant c'est une nécessité, de se confronter à ce truc-là, de quand on a un problème avec quelqu'un, d'aller le voir et lui dire, en fait. Et pas toujours attendre qu'il y ait une réunion et qu'il y ait d'autres gens qui soient d'accord, et que du coup ce soit presque les autres qui parlent à ta place. C'est presque trop simple, en fait. Il faut aussi qu'on apprenne à être sincère, en fait, à communiquer, à dire les choses d'une manière la plus saine possible, évidemment. À assumer ce qu'on ressent, du coup. Ça rejoint ce que tu disais, des fois les personnes, si aussi elles n'arrivent pas forcément à exprimer ce qu'elles veulent exactement dire, c'est peut-être aussi parce que des fois on a du mal à même savoir nous-mêmes qu'est-ce qui nous dérange. Moi j'ai mis pas mal de temps à comprendre qu'est-ce qui pouvait me déranger dans une personne en particulier, parce qu'il a fallu que je me pose aussi des questions sur moi-même, du coup. C'est ça. Et du coup, se dire que, en fait, il n'y a pas qu'une seule personne problématique, mais il y a aussi le pourquoi est-ce que moi, je sens que ça, c'est problématique.
et se questionner aussi soi-même. Enfin, c'est vraiment ce que je disais l'autre jour, c'est les deux, il n'y a pas un gentil, un méchant, c'est vraiment dans les deux sens, quitte à expliquer des choses plus intimes. Et toi, tu parlais dans ce que tu as vécu de te retrouver face à quelqu'un qui fait le mur. Ça, c'est intéressant. Je me dis aussi, dans le cas où la personne n'a pas envie ni d'écouter, ni d'entendre, ni d'accepter un point de vue différent, quelles seraient les idées, quelles seraient les choses qu'on pourrait mettre en place? Est-ce qu'on doit forcément virer la personne? Expliquer clairement que si elle refuse de parler d'aider à résoudre le problème, la seule solution c'est de séparer. Mais oui, que si elle continue dans ce comportement, il n'y aura pas d'autre choix que de lui dire de partir. Si la vie ensemble n'est pas possible et que elle veut pas en parler et que ça continue, ça pourrit le collectif en fait, ça pourrit la vie de tout le monde. Et du coup, la seule solution, c'est que lui dire tu pars, si tu veux même pas aider et parler et résoudre le problème, il n'y a pas d'autre solution. Tu disais que il faut un médiateur, sauf que là, c'était un camp contre un autre. En fait, c'était plusieurs personnes qui étaient contre plusieurs personnes, qui s'entendaient pas. Du coup, là, après, on peut appeler des personnes extérieures aussi. Hein. Oui. Justement aussi, il faut que les gens, les personnes respectent la médiation. Oui. Si au final tout le monde se gueule dessus, de toute façon. Oui. Moi, ça me fait penser aussi, s'il y a deux camps dans un collectif qui se crée, c'est peut-être aussi qu'il y a des idéologies différentes. Et moi, dans un collectif où j'ai vécu, il y avait eu cette dualité, une personne, le groupe. Et du coup, on s'est dit, ok, comment on gère ça? On a fait différents exercices. L'un des exercices était de dessiner qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qu'on projette sur le lieu sur du long terme. Genre, du coup, faire un petit dessin en mode, ok, le lieu, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, on était une très forte majorité à avoir dessiné plein de petites cabanes, un gros potager. Donc, ça nous permettait de voir si, oui ou non, déjà, on a une vision commune du lieu. C'est important ce que tu dis aussi. Je pense que quand on crée un collectif, il faut créer une base. Et qu'on soit, il faut qu'on soit clair sur les objectifs ou les valeurs à suivre, et même, moi je parlerais même de règles, ça veut dire qu'il y a aussi des limites, et en fait tout ça, il faut que ce soit clair, et que dès qu'il y a quelqu'un qui débarque dans le collectif, que cette personne-là soit OK avec ces règles-là, et si je vis là, c'est que j'accepte en fait ces conditions, et du coup, à partir du moment où je les ai acceptées, après si je les enfreins, j'accepte aussi de partir en fait, et que chaque personne qui débarque soit au clair avec ces choses-là. Nous, on a une vision, et pas hésiter à faire régulièrement des rappels aussi de ces choses-là. Là, dans l'histoire, les deux camps avaient leur tort et leur légitimité aussi de reprocher des choses à l'autre camp, quoi. Enfin, moi, j'ai connu un truc comme ça sur une ferme. Au début, c'est une ferme qui s'est créée entre trois potes. Et en fait, donc au début, ils étaient plutôt d'accord sur les objectifs, etc. Et au fur et à mesure, en fait, il y a eu des changements. Il y a eu des gens qui voulaient autre chose. Et en fait, ce qu'ils ont décidé, c'est de diviser la ferme en deux. Et du coup, il y a, là, voilà, et chacun a fait un peu sa vie sur le même lieu. Mais du coup, comme on voulait plus faire les choses de la même manière, en fait, on faisait chacun de notre manière et, entre guillemets, tu choisissais ton camp. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'au début, on était d'accord, enfin, les choses peuvent changer aussi avec le temps. Et puis les gens aussi changent. Les avis, les points de vue, plus on en apprend, plus on évolue. Enfin, j'ai envie de rebondir sur quand on crée les règles de départ d'un collectif. Là, par exemple, on a pu constater avec nos histoires récentes que on était peu outillés pour la résolution de conflits et à quel moment on s'immisce dans la vie de ceux qui vivent sur le lieu pour dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Parce que là, dans un exemple que j'ai en tête, c'est il y a une relation hétérosexuelle qui est en cours et qui a l'air toxique et qui, au bout d'un moment, impacte le collectif parce que ça crie et ça gueule dans tous les sens.
à quel moment on est censé dire ok, ils sont juste en train de s'engueuler, ils sont tous les deux sanguins, c'est normal, ou ok, là ça part un peu trop en cacahuète, ils sont pas encore touchés, mais il faut s'arrêter quand même. Enfin, c'est un questionnement que je trouve intéressant. À quel point on s'en mêle de ça? Je pense que c'est à partir du moment où, si on entend les gens s'engueuler, à partir du moment où, dans les propos, il y a une volonté de rabaisser l'autre, de le mépriser, pour moi, ça, dans un couple, c'est... Ok, dans n'importe quel type de Voilà, relation. dans n'importe quel type de relation, pour moi, à partir du moment où il y en a un dans la relation qui méprise l'autre et cherche à le rabaisser dans ses propos, faut séparation. Ok. Il faut séparation, c'est pas possible. Là, pour moi, c'est le début de la toxicité, quoi. Pour moi, c'est un peu la base de ce qu'on disait, communication, considération, c'est un peu les bases des interactions sociales, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes bases. Moi, je pense, ce que j'ai constaté aussi à travers les lieux que j'ai fait beaucoup de lieux spirituels également, pas seulement anarchistes, et il y avait toujours une seule classe sociale dans les lieux que j'ai croisés, en fait. C'était très rare les lieux où les classes sociales se mélangent. Et là, du coup, c'était l'une des rares fois où ça s'est mélangé. Et finalement, parce que communication différente, parce que valeurs différentes, quand on vient d'une autre façon d'être éduqué, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Même si des fois on a juste la même envie de bienveillance, nanana, on n'arrive pas à l'appliquer de la même manière parce qu'on a des outils complètement différents. Et ça, j'ai la sensation que c'est très difficilement accepté, cette différence, de par l'éducation ou de par les valeurs appliquées, on va dire. Et puis là, pour moi, toute la différence se fera sur le fait, est-ce que tu ressens que la personne, elle vient avec ses bagages, certes, qui sont très différents, mais est-ce qu'elle a l'intention est-ce qu'elle capte qu'il y a des choses, des comportements oppressifs, est-ce qu'elle le capte et est-ce qu'elle est prête à vouloir changer? Ça fait toute la différence. C'est ça. Parce que moi, quelqu'un qui me dit j'ai envie de changer parce que je vois que ça te fait du mal, ma manière de communiquer, etc. Ça fait toute la différence par rapport à quelqu'un qui dit en fait non, je suis comme ça, tu m'acceptes comme je suis et puis c'est tout en fait. Non, moi je vais pas accepter quelqu'un qui me parle mal, par exemple. Mais voilà, ça dépend vraiment de la disposition en fait de la personne, parce qu'autant je sais que c'est un processus long et moi en tout cas moi personnellement je sais que je peux donner la chance à la personne si je sais qu'elle a envie de changer, même si ça peut prendre des années, mais tant qu'il y a cette volonté et que je vois qu'il y a des efforts derrière, parce qu'évidemment si la personne elle te dit oui je vais changer, mais derrière en fait tu vois qu'il n'y a aucun effort de fait, ça change tout. Mais si tu vois qu'il y a quand même une volonté et que la personne elle a quand même ouvert, c'est juste qu'elle galère et que c'est dur, mais que tu vois qu'elle a envie et qu'elle fait quand même des efforts, même s'ils sont minimes, mais qu'ils sont là, ça fait la différence. Mais moi j'ai envie de laisser la chance, même si c'est énormément de travail et que ça va prendre du temps, du coup, parce qu'elle part de loin. Mais pour moi ça fait la différence. Genre moi par exemple, je sais que quand on interagit en groupe et que je suis dans la cuisine en train de faire un truc, quelqu'un a écouté de la musique avant que j'arrive, je dis rien parce que j'arrive dans un lieu clos, la personne écoute sa musique, je considère être la seconde arrivée et que si vraiment ça me dérangeait, je pourrais dire quelque chose, mais que je peux ne rien dire aussi, et que la personne me dise ça c'est pas trop fort la musique, merci, ça c'est un élément de considération. Tu prends en compte le fait que peut-être je n'aime pas ou peut-être c'est un peu fort pour moi, merci beaucoup, alors je m'autorise à te répondre, alors qu'effectivement j'aurais pas dit c'est un peu trop fort, baisse au premier abord, mais vu que la personne m'a demandé cool, merci de demander, oui je veux bien que tu baisses. Après, c'est très important. Ouais. Et cet exemple-là, j'aime bien, parce que aussi, ça me rappelle le truc que la résolution de conflit, elle est pas forcément obligée de se faire tout de suite. C'est-à-dire qu'aussi, dans cet exemple-là concret, tu rentres dans la pièce, tu te sens oppressé, ça te met dans des émotions négatives. Tu n'es pas forcément obligé de les exprimer tout de suite et de dire est-ce que tu peux baisser ta musique. Tu peux aussi dire là en fait ça m'énerve trop donc je préfère partir et en parler plus tard.
Ça veut dire aller voir la personne plus tard et lui dire je voulais te parler d'un truc, en fait tout à l'heure il s'est passé ça, je veux juste que tu saches que moi ça m'a fait sentir comme ci, comme ça. Voilà. Parce que et des fois, vaut mieux attendre plutôt que. Parce qu'en fait, tout De dépend de la réagir avec manière. l'émotionnel. C'est ça, si tu réagis avec l'émotion et que sur le moment, t'es vraiment pas bien et que juste tu vas dire. Éteins ta putain de musique! Oui, voilà. Pas forcément comme ça peut même être moins violent que ça, mais ça peut être quand même vécu comme violent parce que c'est sous l'émotionnel. Donc, des fois, ça vaut le coup aussi de se dire bon. Là, tout de suite, je vais rien dire parce que si je le dis, potentiellement, la personne, elle va mal le prendre. Mais parler dans un temps plus calme pour établir un vrai dialogue et pas juste dire baisse ta musique. Ouais, pas juste parce qu'en fait, la personne, elle a le droit aussi d'écouter sa musique. Pourquoi là, c'est là où la question se pose. Est-ce que c'est à elle de s'adapter à toi ou est-ce que c'est à toi de s'adapter à elle? Et c'est pour ça qu'il y a le dialogue, parce que est-ce que c'est obligé que ce soit elle qui baisse sa musique? Est-ce que ça peut pas être à toi aussi d'accepter que potentiellement, des fois, il y aura des gens qui écouteront la même chose. C'est une vraie question. Dans un lieu collectif, c'est savoir si je rentre dans cette pièce, c'est pour quel besoin. Ok, là je rentre dans la cuisine, j'ai besoin de manger, il y a de la musique, si j'ai besoin de silence, je peux prendre ma bouffe et aller dans un lieu silencieux aussi, plutôt qu'imposer le silence dans ce lieu qui est collectif. Donc avec des usages différents que celui que là tout de suite j'ai envie d'avoir. Donc oui, effectivement, il y a cette considération où dans l'espace collectif, tout à chacun doit pouvoir se sentir libre de vivre et d'exister. Après, voilà, c'est dans la bienveillance, c'est la considération. Voilà, dans la considération d'autrui. Si dans ce même contexte, la musique est mise, elle est, on va dire, à fond, super fort, et qu'il y a une personne qui arrive et qu'on n'arrive même pas à se dire bonjour parce qu'on ne peut pas s'entendre, dans ces cas-là, comment on peut considérer... Enfin, il y a aussi la limite de... Quelle est la limite de ma liberté? Est-ce que c'est celle des autres ou est-ce que c'est les règles qu'on a établies au début du collectif qui dépendent de chaque collectif? Parce que on a tous des jauges plus ou moins grandes d'acceptation ou de considération, nanana. Donc, est-ce que ça se fait au cas par cas? Oui. Je pense aussi ce qui est important, c'est prendre en compte, comme tu disais, oui, j'ai qu'à prendre mon repas et aller manger ailleurs, à condition qu'il y ait un ailleurs où on peut aller manger, à condition qu'il y ait autre part où on peut aller dormir, si c'est le cas où le soir, quelqu'un regarde un film fort et que le dortoir est juste au-dessus, ça m'est arrivé. Le son me gêne, je n'arrive pas à dormir, je demande s'ils peuvent baisser le son. S'il n'y a pas d'autre endroit où je peux aller dormir, bah oui, là, dans ce cas-là, oui. Pour moi, c'est légitime. Ouais, ça rejoint la considération des besoins, en fait. Et après aussi, sur ce truc-là de je prends ma bouffe et je m'en vais, même s'il y a un autre espace, effectivement aussi, il faut se poser la question de est-ce que quand je le fais parce que ça me fait plaisir que les gens puissent continuer d'écouter de la musique dans l'espace collectif, ou est-ce que je le fais, mais du coup après je me sens frustrée parce que je voulais pouvoir manger dans l'espace collectif et en fait je peux pas le faire. Et si c'est la deuxième option, et se dire en fait là il faut que je l'exprime. Parce que je me suis sentie mal. Parce qu'après si tu vas bouffer ailleurs et que tu te sens bien avec ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu vas bouffer ailleurs et que tu es en mode fais chier, je suis obligée de manger toute seule dehors alors qu'en fait j'avais envie de manger dedans avec les gens, là je pense que c'est pas mal de dire je suis pas en train de te demander, je suis juste en train de t'évoquer la situation qui s'est passée aujourd'hui. J'allais dire je suis pas en train de te demander de pas mettre de musique, mais juste j'ai envie de t'exprimer que je me suis sentie comme ça à ce moment-là, que j'aurais aimé pouvoir utiliser l'espace collectif et je me suis sentie un peu frustrée. Et puis après on en discute et on voit, on établit une potentielle règle ou pas. Ou peut-être qu'avec le dialogue, tu vas voir les choses autrement, tu vas te dire en fait je peux très bien manger avec la musique, ou on met un peu plus fort, enfin bref, au moins on n'en aura pas, parce qu'il ne faut pas que derrière aussi... ça reste un non-dit, quelque chose qui devient cocotte minute et qui explose à un autre moment. Dans la cuisine collective, je suis obligée de manger dans mon coin, enfin, je me sens exclue de l'espace collectif parce que j'aime pas la musique. Carrément. Pour moi, ça rejoint beaucoup le fait de se comprendre et de se connaître. En mode, ok, là j'ai, admettons, besoin de silence, ou là j'ai à la fois besoin de silence et besoin d'être dans un espace collectif parce que j'ai besoin de contact social et humain ce matin, parce que il peut y avoir tellement de raisons. Mais du coup, savoir et comprendre que c'est ça dont on a besoin et ou envie pour réussir à l'exprimer sur le moment. Genre, je trouve ça très chouette de réussir à l'exprimer même après, parce que tant qu'on arrive à l'exprimer et à se sentir entendu et écouté, c'est ce qui est le plus important.
Mais c'est vrai que ce que j'observe dans le collectif, c'est souvent ça. C'est des jeux, JE dans le sens des personnes qui ont parfois du mal à se comprendre et qui du coup c'est un regroupement de jeux qui, s'ils se comprennent pas très bien, bah, font un nous un peu bancal. Et là où les jeux cherchent à se comprendre en permanence et à s'exprimer, le nous enfin ce que j'ai observé, c'est que le nous est beaucoup plus solide et concret, là où les jeux cherchent à se comprendre en permanence, quoi. À quel moment j'ai le droit en tant que jeu de dire aux autres jeux vous faites de la merde? Non, mais on peut poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Parce que moi j'attendais de ce lieu un lieu où on fait des choses. Je pensais qu'on était plus ou moins toutes d'accord là-dessus. Au final, là, je vois qu'avec ces comportements-là, bon, on fait plus grand-chose. Est-ce qu'on va continuer de tendre vers ça ou pas? Si on a l'intention de continuer de tendre vers ça, bah, moi, je préfère m'en aller, en fait, parce que moi, c'est pas ça que je voulais. Et si c'est la majorité qui décide de continuer dans cette dynamique, et que moi, j'ai pas envie d'y participer, ben, moi, personnellement, en tout cas, je décide de partir. Parce que c'est la majorité. Donc effectivement, je vais pas arriver et imposer aux autres, en fait, on va faire des trucs. Bah non, ils n'ont pas envie de faire. Oui, parce qu'après, c'est du dictatoriat de vouloir imposer à un groupe un comportement prédéfini. Après, tu peux proposer quand même la question avant de partir. Parce que peut-être que les gens, ils sont dans cette dynamique-là, mais qu'ils n'ont pas vraiment envie de l'être, et que ta remarque, elle va faire une espèce de révélation en mode non, t'as raison, on va se mettre dans une autre dynamique. Il y a quand même cette possibilité-là, donc tu vas pas juste partir sans rien dire. Mais poser la question. Ah bon, bah finalement, on n'est plus d'accord sur les objectifs du lieu. Vous voulez ça, moi je veux autre chose. Bah du coup, si on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, bah on en va du coup. Soyons en désaccord de manière cordiale. Au moins mettre cordialement en désaccord. Au moins être au clair sur les choses. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que ça rejoint la communication. C'est un entre-deux où savoir s'exprimer, ça passe aussi par l'affirmation de soi. Et c'est vrai que s'affirmer, quand c'est face à une autre personne, ça peut être plus simple, mais quand c'est face à un groupe, bah, c'est vrai que la fuite peut être plus facile, ça c'est sûr. Après, dans les propositions de manière de faire aussi, je pense que c'est pas mal de poser des questions. C'est-à-dire, une vraie discussion pour ensuite capter est-ce que la personne elle assume complètement, est-ce que finalement elle a envie de changer ou pas. Parce qu'après, il y a des gens, ils veulent pas changer aussi. Et du coup, c'est là où je te disais aussi, tu vas pas faire changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Mais oui, c'est possible aussi que la personne elle ait envie de changer. À ce moment-là, on peut discuter et voir, comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce que justement on ne peut pas utiliser le collectif pour modifier certains comportements? Et c'est là où ça m'amène à la question, à quel point le collectif doit aider ou supporter une personne qui est en besoin d'aide, ou à quel point la personne doit faire son cheminement de son côté aussi, tu vois. Enfin, je pense que c'est du cas par cas pour la réponse, mais à quel point le collectif doit s'impliquer dans la vie d'une des personnes du collectif à ce niveau-là, tu vois. À partir du moment où la consommation de la personne impacte l'ambiance ou la sécurité du collectif. Ok. Ou si la personne en exprime le besoin aussi. Oui. Si la personne exprime directement, j'ai tel comportement, j'ai envie de changer, mais j'ai besoin d'aide. Mais après, voilà, tout ça c'est relatif et on ne peut pas faire à la place de la personne. Ça c'est clair. C'est vrai que dans tous les collectifs que j'ai faits, pour moi, je visualise vraiment quelque chose, c'est que il y a autant de manières de vivre en collectif qu'il y a de gens pour créer des collectifs. Chaque collectif aura sa propre âme très spécifique, et dès qu'il y a des gens qui changent dans ce collectif, l'âme du collectif change. Et ça rejoint le fait de dire, ok, quand un collectif se crée, c'est bien d'être clair sur qu'est-ce qu'on veut comme l'objectif commun, sur qu'est-ce qu'on met en place pour arriver à cet objectif, qu'est-ce que nanana. Et en même temps, les gens changent, les choses changent, et est-ce que
Et enfin voilà, ce que je trouve important dans un collectif, c'est de savoir remettre à jour régulièrement ces changements en fait, pour pouvoir les prendre en compte et dire, ou je sais pas, ça peut ressembler à des formats réunions une fois tous les 6 mois ou quelque chose comme ça, ou alors quand on ressent le besoin, mais de dire ok, là, bah, comme ici par exemple, le fameux vendredi ménage, où il y a un vendredi sur 2 où personne n'a envie, bah, est-ce qu'on peut pas remettre ça en question et dire ok, bah, à l'époque quand le collectif a été créé, c'était très pertinent. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout les mêmes gens qui vivent sur le lieu, à part 2 personnes à l'époque où ça a été mis en place. Du coup, est-ce que on rediscute pas de ça pour dire ok, est-ce que là on fait un peu le ménage tous les jours, est-ce que c'est nécessaire de le faire uniquement le vendredi, enfin voilà, enfin savoir remettre à jour ce dont on a besoin, ce qui est en changement permanent, les besoins. Tout en prenant en compte que dans pas mal de cas aussi, le mot réunion va faire fuir les gens. De ouf. Et en fonction de notre éducation, on est plus ou moins OK pour faire des réunions. Il y a des gens à qui ça ne dérange pas. Moi, je sais que personnellement, ça me va. Mais je sais aussi qu'il y a des gens, c'est vraiment un mot, tu leur dis aujourd'hui c'est réunion, ils courent, mais les tuer parce qu'ils sont des esquisses, c'est pas venir. C'est aussi ça, c'est adapter aussi ces outils-là. C'est que dans certains cas, certes, des réunions mensuelles ou quoi pour faire des mises à jour, ça peut fonctionner, mais dans d'autres cas, il faut penser d'autres formes de dialogue et de communication qui ne sont pas les réunions. Parce que ça dépend aussi du nombre de personnes qui vivent sur le lieu. Faire des réunions quand on est 2 ou 3, bon, non, on va plutôt parler autour d'un repas. Et puis voilà. Alors que bon, quand tu es 15, là oui, des réunions, ça peut s'avérer utile. Mais, voire obligatoire pour gérer les conflits. Ne serait-ce que pour se parler, parce que quand on vit à 15, enfin moi j'ai déjà vécu à 12 jusqu'à 17 sur un même lieu. À partir de 12, déjà, tu parles pas à tout le monde pareil. Tu n'as pas le temps de parler à tout le monde avec le temps de parole équivalent. Du coup, si tu fais pas des cadres où on s'assoit tous en cercle pour discuter ou se remettre à jour, que ce soit des météos émotionnels ou des réunions pratico-pratiques, bah ouais, effectivement, pour moi, à partir de 10 personnes, déjà des formats réguliers de communication émotionnelle et pratico-pratique, ça peut avoir son utilité. Ouais. Alors, je sais que j'avais été dans un collectif comme ça où, bon, je ne sais pas si j'étais spécialement anti-réunion, mais en tout cas, il n'y en avait pas trop. Et en fait, il y en avait, mais du coup, c'était marrant, c'était informel, c'est-à-dire que ça faisait partie du rythme, c'est que tous les midis, on mangeait tous ensemble. Et du coup, en fait, ces éléments-là, ils étaient dit à ce moment-là, parce que les gens venaient, parce qu'ils savaient que c'était ça aussi. Mais en fait, le temps de manger, ça durait, je sais pas, entre 1 heure et 2 heures, donc tu as quand même le temps de parler de pas mal de choses. Et à côté de ça, du coup, il y avait des micro-réunions où tout le monde ne participait pas, où en fait, ça durait entre 5 et 10 minutes, où en fait, c'est juste les gens qui disaient tel jour à telle date, je vais faire telle activité si vous voulez venir. C'était plus des trucs informatifs pour que tout le monde sache. Mais même ça, en fait, ça se pouvait se faire au sein des repas. Je sais que des fois, le repas en lui-même, ça peut être un outil de discussion. Même là, dans ce cadre-là, ce collectif, on était quasiment une vingtaine, donc on était très nombreux, mais c'était une grande table, une énorme table. Et on pouvait aborder des sujets divers et variés à ce moment-là. Et ça évitait d'avoir des moments chiants où c'est l'heure de la réunion et qu'en fait, il manque la moitié de la personne. Le système du tableau aussi, tout à fait. Ouais, c'est vrai que mettre un tableau informatif, ça peut être... Un grand tableau noir ou blanc. Dans un collectif où il y a beaucoup de gens qui tournent, avoir un tableau informatif sur des activités à faire, ça évite aussi aux personnes qui ont les informations de devoir tout le temps répéter et du coup de faire aussi cet autoritarisme d'information où il n'y a qu'une seule ou 2 personnes qui ont les infos. Là, au moins, toutes les infos sont à disposition et chacun est libre de choisir son activité préférée. Ça permet aussi de laisser de la place à d'autres choses, justement pendant les repas ou quoi, on peut parler d'autres choses plutôt que de l'orga de la semaine, puisque tout ça est déjà en fait sur le tableau. Oui.
Donc on perd pas ce temps-là, et enfin perdre, c'est pas une perte de temps parce que c'est important de le faire, mais au moins cet espace du coup de nourriture, il n'est pas obligé de tourner autour de ça, et il peut tourner sur d'autres sujets. Après le côté tableau, si on fait pas de rassemblement présentiel à côté, ça peut être aussi une pente douce vers le on se dit tout avec le tableau et on se dit plus rien en face à face, tu sais, selon comment le collectif fonctionne. C'est à double tranchant. J'en profite pour donner un autre exercice que j'avais fait dans un lieu, un exercice d'intelligence collective. C'est l'exercice du nœud, où on est en cercle, on se tient par la main. On doit retenir la personne à qui on tient la main à droite et à gauche. On se lâche la main, on tourne, on avance, on fait des tours, voilà, on se balade un peu dans la pièce, on occupe l'espace de la pièce dans laquelle on est. Et à un moment donné, on s'arrête. On doit retrouver les personnes à qui on tenait la main avant de faire des tours dans la pièce. On doit leur prendre la main et de ce méli-mélo de mains données, on doit revenir en cercle sans se lâcher les mains. Et j'avais beaucoup apprécié ce côté physique où on doit interagir physiquement les uns avec les autres, mais aussi du coup, plus on est nombreux dans cet exercice, plus c'est important de communiquer, parce que on se retrouve avec des nœuds où c'est un vrai twister, pelote de laine humaine, et si on communique pas, en fait, on n'arrive pas à revenir en cercle. Ce que je trouve intéressant, donc bon, il y a le côté symbolique et tout qui est chouette, mais un des trucs que je trouve très intéressant, c'est de faire des activités toutes ensemble. Oui. Et ça, je pense que c'est hyper important et que ça fortifie vraiment le truc, même si forcément chacun fait sa vie. Il y a des groupes affinitaires, surtout quand il y a beaucoup de monde, c'est normal. Mais qu'en fait, il y a des moments où on se retrouve toutes ensemble et on partage. Et là, c'est même concret, on se donne la main, donc c'est encore plus beau. Mais c'est dire, voilà, on est ensemble, on reste un collectif. De travailler la cohésion de groupe, en fait. Et même, pas forcément tous les jours, mais de manière régulière, de faire des trucs toutes ensemble, je pense que c'est chouette. Et ça permet de recréer de la cohésion. Ou alors, justement, si on sent des tensions, on se dit, ah, là, il y a quelque chose, faut peut-être faire... c'est qu'il y a un problème au niveau du collectif. Si on sent des tensions pendant l'activité collective, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Mais d'avoir des moments... C'est pas juste chacun fait sa vie ou chaque groupe affinitaire fait sa vie, mais on reste un collectif et on fait aussi des choses toutes ensemble. Quitte à ce que ce soit juste un repas collectif ou des jeux. Un jeu. Et vraiment, je trouve que ça rajoute les jeux, c'est très belle énergie. Non, franchement, c'est super. Important. Et ça, je trouve que ça fait du bien aussi. Que malgré les différences, des fois, on se retrouve et on partage un moment commun. Bienveillant et chouette, et même si effectivement on s'entend pas forcément toutes et tous parce qu'on a des affinités plus ou moins avec des gens, en fait même si il y a quelqu'un que j'aime pas trop, en fait je peux jouer aux cartes avec cette personne même si c'est pas ma meilleure pote et que c'est même d'autant plus, je trouve ça très intéressant de simplement travailler cette cohésion de groupe et en fait d'accepter les différences aussi. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur 3 ou 4 points qu'on est obligé de s'en vouloir jusqu'à la mort. Genre je trouve ça très beau de savoir accepter un point de vue différent. Après c'est sûr qu'on n'est pas habitué à le faire dans notre système très compétitif où on doit être toujours meilleur que les autres. Mais justement... passer ces moments collectifs en commun, pour moi, ça aide à travailler cette acceptation de l'autre, cette prise en considération d'un point de vue différent et de simplement, c'est ok en fait. Et de se rappeler pourquoi on est ensemble à la base. Ouais. À la base, il y a quand même des objectifs communs. C'est ça. À la base, on n'est pas si différents. Si on est ensemble à tel endroit, c'est qu'on a des trucs en commun. On ne serait pas au même endroit au même moment. D'où l'importance de toujours avoir le but du lieu, du collectif en visu. Enfin, je sais pas comme une grosse affiche au milieu de la pièce principale, mais ça pourrait être une idée, quoi. Genre garder cet objectif commun en visu pour entretenir la cohésion de groupe, quoi. Aussi dans une société de jeux traumatisés et qui ont l'habitude d'être soumis et de dire oui à l'autorité et au mépris, donc forcément c'est plus compliqué. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. Où cette habitude de soumettre à l'autorité et de recevoir des ordres et de faire les ordres sans avoir à se poser de questions,
c'est aussi une habitude de ne pas exprimer ses besoins, de ne pas exprimer son ressenti, et ça rend d'autant plus difficile le fait d'apprendre à l'exprimer quand on arrive en collectivité. Parce qu'il faut du coup réapprendre tout un vocabulaire ou toute une manière de compréhension de soi pour pouvoir s'exprimer aux autres. Parce que pour moi, dans un collectif, si les gens n'arrivent pas à s'exprimer ou à se comprendre avant de vouloir s'exprimer ou se faire comprendre, ça va beaucoup moins bien marcher. Ouais. Et pas partir du principe que les choses vont se faire naturellement, parce que c'est vrai que souvent on a des attentes, on se dit que parce que nous on le fait, c'est normal que tout le monde le fasse. C'est juste une évidence en fait, non, c'est pas évident pour tout le monde en fait. C'est clair. De dire ça, en fait, c'est pour ça qu'il faut exprimer les choses, parce que surtout quand il y a une grosse différence culturelle, en fait, tout le monde pense pas comme toi en fait. Donc, si, il faut dire les choses, même si toi ça te paraît évident et que tu penses que tu devrais pas avoir à le dire. Mais tout le monde n'a pas les mêmes niveaux d'exigence, tout le monde n'a pas la même notion de propreté, tout le monde n'a pas... Enfin, c'est clair qu'il y a la classe sociale d'où l'on vient, mais il y a aussi nos propres constructions, ne serait-ce que par rapport à la famille ou quoi, qui sont très différentes là-dessus. Partir pour essayer de trouver un groupe qui nous convienne, et si on n'arrive pas à trouver, c'est peut-être que le problème vient de nous. Oui. Simplement. Ça, oui, si les problèmes te suivent malgré le fait que tu changes de personne avec qui tu interagis, c'est vrai que tu peux présupposer que le problème vient de toi. Pas forcément. Entre les comportements et la personne, c'est deux choses différentes, et ce sont souvent les comportements qui sont problématiques, parce que chaque être humain, même chaque être vivant, a de la bienveillance et des comportements toxiques. Et de par notre nature sociale, faire plaisir, ça va nous faire du bien. Du coup, on peut partir du principe qu'on a tous envie de se faire plaisir les uns les autres, mais qu'on est tous tellement traumatisés et qu'on a tous tellement baigné dans la violence qu'en fait, des fois, on veut se faire plaisir et on se fait du mal. Genre, moi, il y a plein de fois où je me dis « Ah ouais, je veux faire ça, ça va faire trop plaisir, nanana, nanana. » Et en fait, c'est parce que j'ai vécu dans ces conditions sociales-là que je me dis que c'est un plaisir. Et du coup, quand je me confronte à d'autres vécus sociaux et d'autres passifs, je suis en mode, ah ouais, toi tu le vis comme un trauma. Ah merde. Ah bah désolé. Voilà. C'est pas ça fait partie de ok, on est tous différents et savoir accepter la différence de l'autre sans le prendre personnellement ou sans reprocher à l'autre d'être différent aussi, quoi. Après, c'est vrai que je comprends, si c'est trop différent, c'est dur de cohabiter et de coexister. Ce qui me fait dire que tout le monde n'est pas fait pour vivre avec tout le monde. Et en même temps, ça me rend triste de dire ça, parce que moi qui suis un bisounours, j'aimerais que tout le monde puisse vivre ensemble et heureux, sans avoir besoin de faire du communautarisme. Tant que les gens respectent, le problème c'est que si la personne dans son comportement... elle est oppressive, c'est pas positif d'apprendre à vivre avec elle non plus. D'accepter, c'est pas des comportements qui sont acceptables dans tous les cas. Donc, on pourra vivre ensemble, enfin on pourra vivre tous ensemble, oui, quand on sera toutes et tous prêts et qu'on sera dans cette recherche d'éliminer nos rapports oppressifs. Sinon on ne pourra pas vivre ensemble. Moi je vais pas vivre avec quelqu'un qui m'oppresse. J'ai pas envie en fait de ça. Tant mieux. Dans le cas où si on voit que la relation, qu'on est plus prêt en tout cas à accepter la relation ou la vie en collectif ou autre, et qu'on décide de partir, par contre il y a un truc que moi personnellement j'essaie de faire et que je trouve important de faire, c'est de dire pourquoi on part avant de partir. Ou même peut-être même de laisser une chance avant de partir, de laisser une dernière chance en mode là je suis sur le point de partir pour telle raison. Laisser une dernière opportunité. S'il y a une volonté de changement, potentiellement je retente un peu plus longtemps. Si je vois qu'il n'y a aucun changement, mais au moins j'aurais dit pourquoi je pars ou pourquoi je décide d'arrêter là. Parce que moi, ça peut être aussi à titre de relation. Je sais que j'ai mis fin à certaines relations, mais je suis jamais partie sans expliquer à la personne pourquoi je partais. Ça, pour moi, par contre, c'est important je le fais d'abord pour moi.
pour me libérer de ce poids, mais aussi dans l'espoir que peut-être la personne elle cogite derrière. Chose que je ne contrôlerai pas et que c'est possible qu'il n'arrive pas, mais au moins j'aurais tenté le coup. Je me dis voilà, un exemple concret, voilà, par rapport aux questions des addictions, etc. Moi là je sens que ça me fait du mal de me retrouver avec des personnes qui consomment. Voilà, je suis sur le point de partir à cause de ça. Je vois si les personnes essaient de me retenir ou pas. Non, mais on peut changer, on peut trouver une solution. Peut-être qu'on peut faire un espace dédié où il n'y a pas de consommation. Nanana. Si je vois que les personnes ne veulent pas changer et qu'ils disent bah ok, je comprends ta décision, etc. Mais au moins les personnes savent que je pars pour ça. Et après, bah, elles verront si elles veulent modifier ce comportement-là ou pas. S'il y a d'autres, parce que moi j'ai toujours l'espoir que si on fonctionne tous comme ça, bah, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont leur dire, peut-être que ce sera pas moi, mais s'il y a d'autres personnes qui à chaque fois s'en vont à cause de cette raison-là, peut-être au bout de la 10e personne, ils vont dire bon, peut-être qu'en fait il y a un truc qui va pas, si à chaque fois les gens ils s'en vont à cause de ça, merde. Donc au moins de dire les choses, ouais. Ça je trouve ça bien. Et personnellement, en général, je le fais par écrit. En tout cas quand c'est parce que je trouve ça difficile aussi de dire ces choses-là des fois. Alors, en tout cas quand j'ai dû mettre un terme à une amitié, je l'ai fait par écrit. Pas forcément en collectif, ça m'est jamais arrivé de partir comme ça, mais en tout cas, quand il y a eu des limites, des amis qui n'ont pas respecté mes limites, je suis partie en leur exprimant de manière écrite pourquoi je mettais fin à la relation. Mais en tout cas, ouais, dire les choses. Enfin, la personne, elle en fait ce qu'elle veut, mais au moins je garde pas ce poids-là. Si c'est pas clairement dit, on peut pas partir du principe que c'est su. C'est ça. Ou pas en tout cas de la manière la plus claire, réaliste en tout cas. Ouais. Les gens ils interprètent du coup quand on sait pas, on interprète. Ah oui, notre cerveau il adore faire ça. Créer des histoires quand il a pas tous les bouts. C'est ça. Hein. Bah, il est constitué comme ça. Ouais. Eh ben merci beaucoup.